Salut chers amis, alors j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on aborde un thème nouveau, je souhaiterais réagir, vous savez que j'aime beaucoup l'échange et les réactions que vous pouvez avoir dans les commentaires des vidéos du tuto du sensei. Il y a quelques semaines je vous faisais une vidéo sur la réforme des formations et je souhaite donc réagir à un des commentaires, une personne qui me demandait s'il était judicieux de suivre une formation d'enseignement si on n'avait pas vocation à enseigner. Un thème très intéressant où il y a beaucoup de choses à dire, je vous souhaiterais débattre un petit peu là-dessus avec vous. Donc si vous êtes prêts, installez-vous confortablement, c'est parti. Alors, est-il judicieux ou intéressant de suivre une formation d'enseignement si l'on n'a pas vocation à enseigner? C'est une question qui mérite d'être posée au même titre que est-il judicieux de suivre une formation d'arbitrage si l'on n'a pas forcément vocation à suivre et à prolonger son action dans cette voie-là. La première chose déjà que je voudrais dire à ce sujet, c'est qu'un pratiquant d'arts martiaux se doit d'être curieux et ça fait pas de mal de suivre des choses qui n'appartiennent pas forcément à son domaine, à sa zone de confort ou à sa vocation. Par exemple, je fais du karaté, mais je vais pouvoir suivre un stage de Krav Maga ou de Pencak Silat ou de Tai Chi parce que c'est très intéressant, même si je n'ai pas vocation à suivre ces disciplines martiales, c'est très intéressant de pouvoir les découvrir, de pouvoir les comprendre et ça nous permet aussi de comprendre un petit peu l'univers dans lequel on se trouve, l'univers martial, de comprendre sa place. C'est très judicieux, notamment sur des disciplines différentes. Comme ça permet de comprendre un petit peu mieux ce qu'est le karaté pour un karatéka. Bien sûr, c'est valable aussi pour les voies à l'intérieur du karaté, comprendre ce qu'est le wado, le goju, le shito, ça permet de mieux comprendre ce que c'est que le shotokan, par exemple. Mais aussi à l'intérieur du shotokan, se dire que si on suit une formation d'arbitrage, on pourra mieux comprendre les tenants et les aboutissants si on a des collègues ou des élèves qui souhaitent participer à des compétitions. Si on suit aussi une formation où qu'on participe à un jury de grade, c'est très intéressant pour comprendre les tenants et les aboutissants en termes de jugement, de notation, de ce qu'on attend des candidats, des attentes et des exigences. Donc ça permet peut-être aussi de mieux structurer son dojo. Et puis la même chose sur les formations d'enseignement, ça peut permettre aussi d'ajouter des cordes à son arc, d'ajouter des compétences. Donc de toute façon, rien n'est jamais inutile, on va dire, dans la première approche, dans quelque chose de très primaire, voilà, qui peut le plus, peut le moins, donc c'est toujours très utile de pouvoir accéder à des informations nouvelles. Au-delà de ça, je dirais qu'un pratiquant doit avoir 3 branches en lui-même, doit avoir 3 grosses cordes à son arc et 3 visions des choses. Un pratiquant se doit d'être, certes, pratiquant, ça veut dire qu'il doit mettre la tenue, il doit faire les choses. On ne peut pas être pratiquant si on ne pratique pas. On ne peut pas porter une ceinture si on ne révise pas, si on ne fait pas les choses et si on n'essaye pas de tenir son niveau. Mais il doit aussi être débutant dans son âme. Un pratiquant doit être débutant dans le sens où même après 10, 15, 20, 30 ans d'arts martiaux, il doit être capable d'acquérir de nouvelles choses, d'aller rechercher avec curiosité et d'accepter de ne pas tout savoir. Donc se positionner en tant que débutant, même après 30 ans de pratique, même lorsque l'on enseigne, se dire que j'enseigne mais je ne sais pas tout, je vais vers des personnes qui vont m'expliquer des choses nouvelles ou me montrer peut-être que je n'ai pas eu raison de faire comme ci ou comme ça, ou qu'il y a peut-être des façons différentes de faire. C'est très intéressant. Ça permet de se remettre en question et de se nourrir en permanence. Et de l'autre côté, avoir ce rôle aussi d'enseignement. Donc l'enseignant, ce n'est pas forcément celui qui va devenir le professeur principal du dojo, mais ça peut être aussi quelqu'un qui va expliquer une technique à quelqu'un d'autre, donc devenir un peu senpai, ou de devenir un assistant d'une certaine façon. Donc expliquer quelque chose à quelqu'un est très intéressant parce que pour pouvoir démontrer quelque chose et pour pouvoir enseigner une technique, je vais devoir me la formuler. Et je vais devoir pour ça choisir les mots, choisir les explications que je vais donner. Est-ce que je vais donner trop ou trop peu d'explications? Est-ce que je vais donner des choses qui vont être judicieuses? Est-ce que je vais savoir transmettre un savoir? Pour ça, il va falloir que j'ai intégré les techniques que je vais vouloir transmettre. Donc c'est un rôle qui est très intéressant parce qu'il force
à structurer les choses dans sa tête, et plus on va les structurer, plus on les aura acquises. Donc on va les avoir acquises d'un point de vue théorique, mais aussi d'un point de vue pratique, parce que si je démontre quelque chose, il va falloir que je m'oblige à bien faire ces choses-là, parce que je ne peux pas démontrer quelque chose qui aurait des erreurs techniques dans mon positionnement. Donc il va falloir que je me force à bien faire les choses. C'est pour ça qu'au-delà de ces trois branches, donc le débutant, le pratiquant et l'enseignant, les maîtres japonais aiment beaucoup et régulièrement associer une surcouche qui est celle du challenge, donc par l'intermédiaire de la compétition ou de la démonstration. Ne pas se reposer sur ses acquis et toujours essayer de se remettre au challenge, se remettre un petit peu au défi de faire quelque chose, quitte à perdre son image. C'est le cas du Masters Tournament au Japon, qui réunit les plus grands maîtres, et donc certains sont très reconnus, et ils n'hésitent pas à remettre en cause ou remettre en question leur image, qui est déjà très établie, dans une compétition où ils pourraient de toute façon tout perdre, parce que leur image elle est déjà établie, leur aura elle est déjà faite, donc ils ne peuvent que tout perdre. Donc c'est très intéressant cette démarche, parce que ça veut dire qu'ils n'hésitent pas à se remettre en question et à se prouver, et eux-mêmes à se challenger encore et encore, en essayant d'abolir tout principe d'ego, ce genre de choses. Donc le fait de démontrer ou de faire de la compétition ou de passer des grades, ça veut dire se challenger au regard des autres et donc s'affirmer d'une certaine façon et se mettre au travail pour essayer de garder son niveau ou de l'augmenter. Donc ça, ce sont un petit peu des facettes qui vont permettre aux pratiquants de ne pas stagner. Et c'est vrai que l'enseignement, à ce niveau-là, est quand même assez idéal pour savoir où on en est dans les choses que l'on a acquises. Est-ce qu'on les a suffisamment bien acquises et pratiquées? Est-ce qu'on a bien réalisé notre uchikomi pour pouvoir ensuite savoir les hiérarchiser, les formuler et les transmettre? C'est là qu'intervient justement toute la partie formation, donc que ce soit l'AFA, le DAF, le DIF, les CQP, les BE, les BPGEPS, les DEGEPS. C'est là qu'intervient justement toute cette architecture fédérale et gouvernementale d'enseignement, parce que là, vous allez vraiment avoir des outils techniques et pédagogiques pour apprendre à hiérarchiser vos pensées. Là, on n'est plus dans juste comment faire un coup de pied, comment faire un coup de poing. Dans ces formations-là, on a des pratiquants de toutes les disciplines et on travaille uniquement en transversalité. Ça veut dire qu'on travaille sur des paramètres communs et non pas sur les fondamentaux des principales disciplines. Là, on est vraiment sur de la transmission, donc sur des outils pédagogiques, à savoir comment je vais déjà transmettre une information. J'ai plusieurs étapes. Je peux utiliser ce qu'on appelle la gestalt, c'est-à-dire des principes démonstratifs. Pour les enfants, c'est idéal, ils font du mimétisme, donc je vais montrer. Est-ce que je montre face à eux, en même temps qu'eux? Est-ce que je montre une fois et que je compte? Est-ce que je fais démontrer à quelqu'un? Déjà, je vais avoir plusieurs paramètres à prendre en compte. Et puis, on a aussi la partie constructivisme, à savoir, je vais donner des informations à mes élèves et c'est eux qui vont devoir faire les choses sans que je leur ai démontré. Par exemple, on part, juste pour un exemple, sur un kata, je dis à mes gradés, ok, donc vous prenez 2 blocs du kata et vous allez me composer un bunkai, une application par 2 qui va prendre en compte tel ou tel paramètre, par exemple une saisie, une arme, une amenée au sol, un étranglement, ce genre de choses, et c'est à eux de me faire une proposition. Ça, c'est ce qu'on appelle du constructivisme, c'est ce qu'on voit en formation. En formation d'enseignement, on va apprendre aussi toute la partie corps humain. Donc au-delà des méthodes, de la méthodologie d'enseignement et de transmission qui va passer donc par de la démonstrative, par de la progression par objectif, par du constructivisme, par ce genre de choses, on va aussi, d'un autre côté, travailler sur le corps humain, c'est-à-dire qu'est-ce qui va fatiguer, comment récupérer, comment assouplir, qu'est-ce qui va faire que l'élève peut plus ou moins se blesser en fonction de son niveau, de son âge, est-ce qu'on a des enfants, est-ce qu'on va faire de la psychopédagogie, quels canaux on va utiliser pour leur parler, pour leur transmettre des choses, quelles images on va utiliser. Et puis on va avoir toute une partie aussi qui est consacrée à la correction et l'évaluation de l'élève, donc ou de ses partenaires. C'est-à-dire comment je vais mesurer sa capacité à comprendre ce que je dis. Donc, et selon ses erreurs, comment moi je vais devoir adapter mon discours pour qu'il puisse comprendre le mieux possible. Le but, c'est de simplifier toute cette partie formation par ces intermédiaires-là et de simplifier et d'optimiser au mieux
la transmission d'une connaissance. Donc elle peut être mentale ou technique ou physique ou sportive, mais l'idée c'est quel que soit le type de connaissance que je dois transmettre, certes il faut que je l'ai acquise en premier lieu, mais la formation va m'aider à trouver les canaux qui vont m'aider à judicieusement transmettre justement ces données et pouvoir les mesurer et pouvoir interagir dessus, pouvoir évoluer, corriger, trouver il y a 1000 façons de corriger et d'évaluer la transmission dans la réceptivité des candidats, des pratiquants, des élèves. Donc tout ça, c'est des choses qui vont pas se suppléer à la technique elle-même, à la discipline, mais c'est comme une petite surcouche, un calque qu'on va mettre par-dessus et qui va optimiser simplement le fait que la personne va mieux comprendre, va comprendre plus vite, plus intelligemment et va avoir cette sensation de progresser. Parce qu'encore une fois, dans les écoles d'arts martiaux, le but c'est de transmettre pour pouvoir créer une progression. Donc voilà, c'est vraiment le cœur du sujet de l'école de formation, en tout cas quelle qu'elle soit. C'est d'optimiser cette capacité à mieux comprendre et mieux transmettre. On est dans une discipline qui ne se consacre qu'à cela. Certes, on pratique, nous sommes passionnés, mais c'est une discipline qui ne nous appartient pas. On n'a rien créé de nouveau. On ne fait que transmettre des choses que des grands maîtres ont créées, et on ne fait que les transmettre à une nouvelle génération qui devra à son tour tenter de la préserver. Donc pour la préserver au mieux, avec le plus fidèlement possible toutes ses qualités et toute son identité historique et japonaise, il va falloir nous trouver les meilleurs canaux de transmission pour qu'elle soit transmise avec, on va dire, le plus de fidélité. Voilà. Donc c'était la petite explication à vous de voir. Est-ce judicieux de suivre, par exemple, une formation d'enseignement lorsque nous ne sommes pas destinés à enseigner? Ça vous permet déjà, vous, en tant qu'élève, de savoir si votre professeur transmet judicieusement ses connaissances, parce qu'on peut être un très bon pratiquant et un mauvais pédagogue, inversement. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où on arbore un certain nombre de dan et qu'on est enseignant, on se doit d'être un bon pratiquant aussi, c'est-à-dire cocher ces socles communs dont nous avions parlé dans des vidéos précédentes, pour pouvoir démontrer correctement les choses, pour pouvoir les transmettre et les enseigner. Mais donc en tant qu'élève, ça vous permet, en allant voir dans différents dojos, en rencontrant plusieurs personnes, de savoir lesquelles ont les transmissions qui sont, on va dire, les plus cohérentes avec vos attentes. Maître Nagura, au Japon, m'expliquait qu'il fallait généralement rencontrer 3 sensei avant de trouver celui qui allait nous correspondre. Donc c'est un petit peu une philosophie purement japonaise, où l'idée de la réflexion, c'est de pouvoir faire différentes rencontres, suivre différents cours, aller dans différents dojos, et la plupart du temps, cette espèce de petit adage explique qu'il faut passer dans les mains de 2 ou 3 sensei différents avant de trouver la justesse d'enseignement que l'on souhaite obtenir. Donc c'est quelque chose qui est porté à réflexion de manière très judicieuse, car effectivement, en France, il n'y a pas que le fait d'avoir un sensei crédible dans lequel on va avoir confiance, qu'on va sentir légitime dans sa pratique, mais aussi dans sa capacité à nous transmettre avec ses mots, avec son aura, avec ce que l'on est venu chercher. Et souvent, ça demande du temps, parce que c'est peut-être pas le premier sensei qu'on va avoir qui saura nous donner précisément satisfaction. Donc n'hésitez pas de votre côté, pour compléter cet adage, à faire des stages, à aller voir dans d'autres dojos, à rencontrer d'autres personnes, et peut-être que justement, dans ces rencontres-là, vous aurez une personne qui va vous tilter en vous disant « Ah oui, celui-là, j'aime sa façon d'expliquer les choses, j'aime sa façon de... » Quand je sors de son cours, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir peut-être mieux compris que lorsque j'étais avec telle ou telle autre personne qui ont peut-être l'air plus compétentes. Parce qu'il n'y a pas que la compétence qui compte, il y a aussi la façon de transmettre et d'évoluer, et de faire évoluer, et en tout cas de porter ses élèves et de les tirer vers le haut. Donc il y a aussi cette façon de motiver et de dynamiser son groupe d'élèves. Et ça joue beaucoup plus que dans la transmission. Après, évidemment, tout dépend de ce que l'on vient chercher. Moi, quand je suis élève en karaté, je ne vais pas du tout rechercher les mêmes paramètres que lorsque je suis élève, par exemple, en Iaido. Parce que le Iaido est pour moi beaucoup plus interne, et j'ai beaucoup plus de pensée à l'intérieur, et faire beaucoup plus du Chikomi, quelque chose de beaucoup plus austère, me convient parfaitement. Je
ne souhaiterais pas faire du ludique ou du dynamique, en tout cas pas trop souvent en Iaido, là où en karaté, je vais avoir une attente beaucoup plus interactive. Donc ça, c'est totalement subjectif et ça ne vous appartient qu'à vous. C'est pour ça que Maître Nagura disait qu'il faut au moins 2 ou 3 sensei avant de trouver celui qui va vous correspondre. Voilà. Donc, cette sensation que vous avez en tant qu'élève, vous pouvez la définir encore mieux à partir du moment où vous savez comment les connaissances peuvent se transmettre et ça vous permet donc de mieux définir vos attentes. Donc oui, d'une certaine façon, suivre une formation d'enseignement sans avoir vocation à enseigner peut vous permettre en tant qu'élève de mieux trouver votre voie et de mieux trouver votre chemin martial. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va faire un petit tuto spécifique, un peu technique. Je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.